voici la traduction intégrale en français, de France, du récit, après suppression des indications scéniques, musique, raclement de gorge. Dans le Wyoming en 1891, vous vous prépariez à l'hiver avec du bois épais, de la pierre des champs et de la fierté. Mais un homme, Silas Sutton, fit l'impensable. Il descendit dans les marais et misa la vie de sa femme et de sa fille sur des herbes. Les rires se répandirent dans la vallée plus vite qu'un vent d'hiver. Ses voisins le traitèrent d'imbécile. Les passants montrèrent du doigt la structure biscornue qui s'élevait autour de sa cabane, lui donnant un nom moqueur, la cabane du pharaon. Une coquille grossière de roseaux, quelque chose qu'une vache ne voudrait même pas manger. Comment cela pouvait-il résister à un hiver du Wyoming? Mais il ne savait pas que l'hiver à venir n'était pas un hiver ordinaire. Il avait son propre nom, l'hiver du vent noir. Une force de la nature si féroce qu'elle pouvait tuer un cheval en plein champ et geler jusqu'à l'espoir dans le cœur d'un homme. Si vous croyez que les histoires d'ingéniosité oubliées de la frontière méritent d'être racontées, soutenez-nous avec un « j'aime » et abonnez-vous pour suivre le parcours de Silas Sutton alors qu'il prouve à toute une vallée qu'elle a tort. Silas Sutton n'était pas un homme instruit. Personne, dans les contreforts du Wyoming, ne l'aurait pris pour un architecte ou un ingénieur. Il lisait lentement, écrivait encore plus lentement. La plupart de ses connaissances vivaient dans ses mains plutôt que dans les livres. Mais 20 ans plus tôt, bien avant de construire sa cabane sous ces collines occidentales glacées, Silas avait passé près d'1 an à travailler sur des bateaux de fret et à transporter des fournitures pour une équipe de fouilles britannico-américaines près de Luxor, le long du Nil. Il ne comprenait pas les hiéroglyphes. Il ne se souvenait pas des noms des rois morts enterrés sous le sable. Ce dont il se souvenait, c'étaient les constructions, des maisons en terre et en grains, fraîches sous la chaleur brutale du désert, avec des murs doubles et épais remplis de roseaux tressés, d'étroites fissures de respiration cachées dans l'argile, des pièces qui retenaient une aire immobile alors que le monde extérieur brûlait. Le souvenir ne le quitta jamais. Un soir, alors qu'il déchargeait des caisses au bord du fleuve, Silas entendit un ingénieur écossais étudier un vieux bâtiment de stockage. L'homme tapota le mur du bout des doigts et dit doucement, « Les Égyptiens ont compris l'air piégé bien avant que les constructeurs modernes ne comprennent la chaleur. » Sur le moment, Silas comprit à peine le sens de la phrase, mais il garda la sensation. Dehors, la chaleur du désert pouvait tuer une mule avant midi. À l'intérieur de ces murs antiques tapissés de roseaux, l'air semblait calme, immobile, comme vivant. Et 20 ans plus tard, debout dans le vent du Wyoming, ce vieux souvenir lui revint avec une clarté absolue. La cabane des Sutton avait été construite comme la plupart des abris de la région, rondins de cottonwood, fondation en pierre des champs, joints bourrés de terre, murs épais, une structure respectable selon les standards de la frontière. Et pendant le premier hiver, elle leur fit presque immédiatement défaut. Le vent trouvait toutes les faiblesses. Il s'infiltrait par les joints qui rétrécissaient dans les rondins et balayait le sol en vagues froides, engourdissant les pieds nus en quelques secondes. La fondation en pierre gardait le gel de la nuit bien après le lever du soleil. Certains matins, une fine couche de glace se formait directement sur les planches du plancher près du lit. Le poêle ne se reposait jamais vraiment. Silas l'alimentait avant l'aube, à midi, avant de dormir. Pourtant, la cabane dépassait rarement les 6 degrés Celsius. Le froid s'installait partout. Sa femme, Miriam Sutton, gardait les bols de soupe près du poêle, car la graisse durcissait à la surface si on les éloignait trop de la chaleur. Leur fille de 8 ans, Ruth, avait commencé à dormir avec un foulard en laine sur la bouche, car respirer l'air la nuit lui faisait si mal aux poumons qu'elle se réveillait en pleurant. Les murs eux-mêmes transpiraient le givre. En février, Silas avait brûlé près de 8 cordes de bois et la cabane semblait encore affamée de chaleur. Puis vint la nuit où Ruth toussa si violemment qu'elle tacha le chiffon de laine d'une faible traînée de sang. Ce fut le moment où Silas cessa de croire que la cabane pourrait survivre à un autre hiver sans changement. Par une matinée de février, Silas Sutton se tint dehors à regarder la neige poudreuse filer sur le sol gelé. Les congères ne tombaient pas doucement ce jour-là. Le vent du Wyoming les tranchait de côté, déchirant de longues traînées blanches sur les collines comme du sable sur la pierre, et soudain il comprit quelque chose qui s'était caché devant lui tout l'hiver. Le problème n'était pas le poêle. Le problème, c'était le mouvement. La cabane pouvait produire de la chaleur. Mais elle ne pouvait pas retenir l'air immobile assez longtemps pour garder cette chaleur en vie. Chaque fissure dans les murs, chaque joint froid dans le bois, chaque planche qui bougeait permettait au vent de voler la chaleur plus vite que le feu ne pouvait la remplacer. Le souvenir d'Égypte lui revint, dur et clair. Les greniers près de Luxor n'étaient pas frais parce que leurs murs étaient massifs.
Il l'était parce que les murs emprisonnaient des poches d'air tranquilles dans des chambres superposées de terre et de roseaux. L'air immobile. Voilà le secret. La chaleur produite est inutile si le vent la vole plus vite que les murs ne peuvent la retenir. Silas rentra sans parler. Il prit une planche de récupération près du poêle et se mit à dessiner au charbon. Des murs doubles, des chambres de roseaux suspendus, des cavités de respiration entre les couches. Dehors, le vent frappa de nouveau la cabane. À l'intérieur, pour la première fois de tout l'hiver, Silas Sutton crut enfin voir clairement l'ennemi. Pendant près d'une semaine, Silas Sutton parla très peu des croquis près du poêle. Il étudia la cabane. Il mesura les distances avec une corde, posa sa paume contre les murs intérieurs froids avant le lever du soleil, observa comment le givre s'accumulait davantage du côté nord, là où le vent frappait le plus fort. À la fin du mois de février, le plan devint simple dans son esprit. Il ne reconstruirait pas la cabane. Il l'envelopperait. La nouvelle structure extérieure serait à 45 cm des murs d'origine. Entre les deux couches, Silas prévoyait de suspendre des chambres de roseaux étroitement tressées, conçues pour piéger l'air immobile au lieu de laisser le vent circuler librement. Un revêtement en pin brut protégerait la couche extérieure de la neige et de la pluie, tandis que d'étroites fentes de respiration permettraient à l'humidité de s'échapper. Non pas un mur scellé, mais un mur vivant. Une nuit, Myriam s'assit près du poêle pour étudier les dessins au charbon tandis que Ruth dormait sous deux couvertures à proximité. Le feu crépitait doucement entre eux. Finalement, elle leva les yeux vers son mari et demanda « Tu crois vraiment que des roseaux de marais peuvent arrêter un hiver du Wyoming ?» Silas continua de tailler un piquet en bois pendant plusieurs secondes avant de répondre « Non ». Puis il leva les yeux vers le givre qui s'accumulait sur le cadre de la fenêtre. Mais l'air piégé, peut-être. Myriam ne dit rien après cela. Dehors, le vent des contreforts gratta à nouveau les murs de la cabane comme un avertissement. À l'intérieur, elle accepta silencieusement que son mari se préparait à jouer leur réputation contre l'hiver lui-même. Au début du printemps, la famille Sutton commença à récolter des roseaux de quenouilles dans les terres marécageuses au pied des collines. C'était un travail lent, humide. Silas et Myriam restaient debout jusqu'au mollet dans l'eau noire pendant des heures, coupant les grands roseaux près de la base avec des couteaux à manches courts, tandis que la boue froide tirait sur leurs bottes. Charrette après charrette retournait à la cabane chargée de bottes empilées plus haut que les roues. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à de l'herbe de marais inutile. Pour Silas, chaque tige comptait. Les roseaux coupés trop verts retiendraient l'humidité et pourriraient dans les murs. Les roseaux séchés trop longtemps au soleil direct devenaient cassants et perdaient la structure dense et élastique nécessaire pour retenir l'air correctement. Le matériau devait sécher lentement, ni trop humide, ni trop sec, juste comme il faut. Silas jugeait les roseaux comme un vieux charpentier juge le bois, par le toucher, par le son. Il soulevait les bottes près de son oreille et écoutait le froissement doux et papetier lorsque les tiges bougeaient ensemble. Il pliait les roseaux un par un, testant la résistance restante dans les fibres avant qu'ils ne craquent. Parfois, il en fendait un avec son ongle et sentait le léger parfum d'humidité encore piégé au centre. Myriam aidait à disposer les bottes sous un long abri en toile où le vent pouvait passer sans pluie directe. Ruth, à côté, s'asseyait en tailleur et attachait les bottes finies avec de la corde de chanvre. Le travail dura des semaines. Un soir, après avoir regardé son père empiler une nouvelle rangée de roseaux à sécher le long de la clôture, Ruth regarda vers la cabane et demanda doucement « Est-ce que ça empêchera le mur de trembler la nuit ?» Silas regarda la vieille cabane en coton oud pendant un long moment avant de répondre « C'est l'idée ». À la mi-été, l'ossature extérieure avait commencé à entourer complètement la cabane des Sutton. De longs poteaux bruts s'élevaient autour de la structure d'origine comme le squelette d'un second bâtiment. Des poutres transversales étaient tendues au-dessus. D'épaisses chambres de roseaux tressés pendaient entre les montants, attendant qu'un revêtement les recouvre plus tard. De loin, la cabane ne ressemblait plus à une maison. Elle semblait prisonnière de quelque chose de plus grand, presque enterré. Les cavaliers qui passaient dans les contreforts ralentissaient leurs chevaux pour regarder. Certains faisaient un détour pour mieux voir avant de reprendre leur chemin. Les commentaires commencèrent doucement. Puis Boyd Riquet, qui transportait du fret en ville, aperçut la structure et éclata de rire si fort qu'il arrêta son attelage. Le pharaon se construit un tombeau. Les hommes autour de lui hurlèrent de rire. À la fin de la semaine, le comptoir de la ville avait une nouvelle plaisanterie. On appelait l'endroit la cabane du pharaon. Silas ne répondit jamais aux insultes. Il continua à clouer les chambres de roseaux tandis que le vent poussait la poussière dans la vallée autour de lui. Mais un après-midi,
Ruth entendit 2 cavaliers rire devant la clôture. Et pour la première fois, elle réalisa que toute la vallée se moquait de son père. Ce que Silas Sutton construisit autour de cette cabane n'était pas simplement une isolation. C'était un système. Les sections de quenouilles tressées étaient disposées en chambres superposées, non pas en une masse solide et compacte. Des cylindres épais de roseaux se trouvaient entre d'étroits espaces d'air dans l'ossature du mur extérieur. Certaines sections étaient étroitement tressées pour ralentir le flux d'air. D'autres étaient intentionnellement plus lâches, permettant à de petites quantités d'air piégé de rester immobile sans emprisonner l'humidité dans la structure. Cette différence était cruciale. Un mur complètement scellé pouvait emprisonner la condensation comme une cave fermée retient la moisissure. Mais un flux d'air trop important laisserait le vent du Wyoming emporter la chaleur plus vite que le poêle ne pourrait la remplacer. Silas essayait d'équilibrer les 2 forces à la fois, la chaleur et la respiration. Le revêtement extérieur lui-même ne touchait jamais directement les chambres de roseaux. Une cavité étroite subsistait entre eux, de sorte que toute humidité pénétrant à travers les planches de pin puisse sécher naturellement avant d'atteindre les couches intérieures. Le mélange d'argile et de chaux autour des chambres ajoutait une couche de protection supplémentaire. Contrairement à l'argile pure, la chaux résistait à l'accumulation d'humidité tout en permettant au mur de libérer lentement l'air humide avec le temps. Aucun constructeur de la vallée ne bâtissait ainsi. La plupart des cabanes de la frontière comptaient sur l'épaisseur, rondins lourds, pierres épaisses, plus de masse, plus de combustible. Silas construisait quelque chose de différent. Pas un mur plus lourd, mais un mur plus silencieux. Un soir, en ajustant la densité des roseaux du côté nord, Myriam demanda si tasser plus les chambres rendrait la cabane plus chaude. Silas secoua la tête. Un mur mort pourri, dit-il calmement. Un mur qui respire survie. Et sous le soleil du Wyoming, entouré de roseaux tressés et de charpentes brutes, une idée ancienne venue d'une île commençait à prendre forme à nouveau sur la frontière américaine. Le premier vrai problème survint lors d'une tempête de neige début octobre. La neige mouillée mêlée de pluie verglaçante frappa le côté nord de la cabane pendant près de 14 heures d'affilée. À minuit, le revêtement extérieur d'une section était devenu sombre d'humidité. Silas se réveilla avant l'aube, inquiet sans raison précise. Il enfila son manteau, sortit avec une lanterne dans le vent. Le froid le frappa si fort qu'il lui brûla immédiatement les poumons. La neige sifflait sur le sol autour de ses bottes. À la lumière de la lanterne, il décloua plusieurs planches extérieures du mur nord et passa la main dans la cavité derrière les roseaux. Son expression changea instantanément. Une fine couche de condensation s'était formée à l'intérieur de la chambre. Pas de l'eau, de la glace. Petite, fragile, mais réelle. Le mur retenait trop d'humidité dans la section la plus froide de la cabane. Quelques jours après la tempête, Warren Pike revint à la cabane des Sutton pour ce qu'il considérait en privé comme une inspection finale. Le vieux constructeur fit lentement le tour de la structure, étudiant chaque détail avec un œil professionnel et sévère. Il appuya son pouce sur les joints d'argile chaud, leva les yeux vers les nouvelles fentes de ventilation sous les avant-toits, frappa les murs garnis de roseaux du bout des doigts. Puis il se tourna vers Silas. « Tu ne comprends toujours pas le danger, dit-il d'un ton égal. Les rongeurs trouveront des fissures, un jour. L'humidité trouve toujours un endroit où s'installer. Et si une étincelle atteint ces roseaux secs, il jeta un coup d'œil vers le tuyau du poêle, toute cette cabane devient un brasier. » Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, seulement une conviction. Myriam se tenait près de la porte, écoutant en silence tandis que le vent froid circulait dans la cour entre eux. Pendant plusieurs secondes, Silas ne dit rien du tout. Puis il leva les yeux vers le ciel gris du Wyoming qui s'amoncelait au-dessus des collines. « Alors l'hiver nous dira, dit-il calmement, lequel de nous deux comprend ces murs. » Et dans le silence, Silas comprit enfin tout le poids de ce qu'il avait construit. S'il avait tort, le prix ne serait pas la honte, mais sa famille. En novembre, la cabane des Sutton était devenue un sujet de divertissement. Les hommes au comptoir en parlaient comme on parle de l'effondrement d'une grange ou d'un pasteur ivre. Chaque nouveau chariot passant dans les contreforts entendait la même plaisanterie, la cabane du pharaon. Un soir glacial, Boyd Rickey se renversa près du poêle, une tasse de café à la main, et annonça assez fort pour que toute la pièce l'entende, il a enveloppé sa maison comme un roi mort dans une pyramide. La salle explosa de rire. Un autre ajouta, il doit penser que l'Égypte est plus chaude que le Wyoming. Même le boutiquier sourit. Silas se tenait près des tonneaux de farine, écoutant en silence tandis que la neige sifflait contre les fenêtres. Plus tard dans la nuit,
son cousin Amos Sutton le suivit dehors dans le froid derrière le comptoir. Amos attrapa la manche de son manteau avant qu'il n'atteigne le chariot. « Tu dois arrêter ces bêtises, dit-il brusquement. Les gens pensent que tu es trop pauvre pour acheter du bon bois ou trop stupide pour comprendre l'hiver ici. Dans les deux cas, le nom des Sutton en pâtit. » La pression ne s'arrêta pas là. 2 jours plus tard, un contrat de transport hivernal dont dépendait Silas fut discrètement attribué à un autre convoyeur. Personne n'expliqua pourquoi. On n'en avait pas besoin. Dans les contreforts, un homme survit en partie grâce à sa réputation, et Silas Sutton sentait la sienne s'effondrer autour de lui, rire après rire. La dernière voix contre la cabane des Sutton arriva avec des papiers officiels. Elias Mercer, l'inspecteur agricole territorial, arriva dans les contreforts durant la première semaine de décembre avec une serviette en cuir pleine de bulletins officiels et de rapports météorologiques. C'était un homme étroit, aux cheveux soignés, aux gants propres, et à la confiance que donnent les schémas imprimés. Mercer inspecta lentement la cabane. Il étudia les murs de roseaux, les fentes de ventilation sous les avant-toits, les joints d'argile chaud entre les chambres. Puis il ouvrit l'un de ses fascicules. Le département recommande une isolation en sur entre les murs scellés, expliqua-t-il. Papier goudronné, volet d'orage, méthode d'étanchéité contrôlée. Il tapota légèrement la structure de roseau à 2 doigts. Ce genre de superstition étrangère crée de l'instabilité. Il n'aimait pas particulièrement le système de ventilation. Un bon mur doit être complètement scellé, dit-il fermement. Le mouvement de l'air est une perte. Silas écouta sans l'interrompre une seule fois. Pas d'argument, pas de défense, seulement le silence. Après que Mercer fut finalement reparti à travers la neige poudreuse, Myriam resta près de la fenêtre à regarder l'inspecteur disparaître dans la vallée. Puis elle se tourna doucement vers son mari. Et s'il a raison? Pendant plusieurs instants, Silas ne dit rien. Dehors, le vent portait de fines couches de poudre de neige basse sur le sol gelé, comme de la fumée. Enfin, il regarda les traces blanches qui traversaient le fond de la vallée. Un mur scellé emprisonne la mort autant que la chaleur, dit-il doucement. Et pour la première fois depuis le début du chantier, Myriam ressentit une vraie peur que son mari ne mise leur vie sur un vieux souvenir rapporté d'un désert à l'autre bout du monde. Puis décembre arriva, et avec lui l'hiver du vent noir. La première tempête dévala des plaines du nord juste après le crépuscule. À minuit, les contreforts avaient disparu derrière des murs de neige mouvants. Des rafales hurlèrent dans la vallée à plus de 80 km/h, secouant les fenêtres assez fort pour faire tomber les assiettes des étagères. Au matin, la température était tombée à 41 degrés Celsius, non pas le refroidissement éolien, mais la température réelle. Le froid changea la forme de la vie quotidienne presque immédiatement. La neige qui s'accumulait contre les cabanes se durcissait en croûte dense assez coupante pour déchirer des gants de cuir. Les seaux d'eau gelaient à l'intérieur avant le lever du soleil si on les éloignait trop du poêle. Le bétail surpris en pâturage mourait parfois debout, là où le vent le trouvait. Et le bruit ne s'arrêtait jamais, ce hurlement sans fin. Pendant 19 jours consécutifs, la température ne dépassa jamais 16 degrés Celsius. L'hiver du vent noir ne se comportait pas comme un froid ordinaire. Il se comportait comme une pression, constante, physique, délibérée. Il arrachait la chaleur des murs comme le courant d'une rivière emporte la terre d'une berge. Les portes gelaient dans leur cadre. Les vitres développaient un givre blanc si épais qu'il bloquait la lumière du soleil. Les hommes qui transportaient du bois de chauffage s'enveloppaient le visage d'écharpes et crachaient pourtant du sang dans la neige avant de rentrer chez eux. La prairie ne se souciait plus de savoir si une cabane avait coûté cher à construire, ni qui l'avait bâtie, ni de quoi on riait à l'automne. Cet hiver réduisit chaque maison des contreforts à une seule question, pouvait-elle retenir l'air immobile assez longtemps pour garder des êtres humains en vie? Et tandis que la vallée luttait pour survivre au froid, Silas Sutton attendait tranquillement à l'intérieur de la cabane du pharaon le seul jugement qui comptait désormais, celui du vent lui-même. À la 2e semaine de janvier, les cabanes de la vallée commencèrent à céder l'une après l'autre. Pas toutes à la fois, d'abord lentement, puis toutes ensemble. Les cheminées s'encrassaient de créosote à cause des poêles brûlant jour et nuit sans répit. La fumée refluait dans les pièces plus vite qu'elle ne pouvait s'échapper, emplissant les cabanes d'un air épais qui brûlait les yeux et les poumons. Du givre se formait à l'intérieur des couvertures, là où la laine humaine gelait pendant le sommeil. Les familles se réveillaient avec de la glace sur les bords des matelas et des peaux de bêtes raidies par le froid contre les murs. Le bois de chauffage disparaissait le plus vite. Les gens commençaient à brûler tout ce qui était assez sec pour prendre feu, chaises cassées, barrières, manches d'outils.
Un homme, dans la basse vallée, se tint devant sa cabane à l'aube pour couper en morceaux le berceau en bois de son propre enfant, car son stock de bois était épuisé depuis 2 jours. Un voisin avoua plus tard que l'homme avait pleuré en brandissant la hache. Le froid dépouilla les gens de leur fierté, pièce par pièce. Jonas Reed, un éleveur vivant à l'ouest du ruisseau, finit par abattre sa dernière mule car il n'avait plus assez de fourrage pour la garder en vie jusqu'à la fin du mois. Une autre famille abandonna complètement sa cabane et s'installa dans une étable, où la chaleur des bêtes rendait l'air à peine vivable. Même Warren Pike perdait du terrain. Le constructeur respecté brûla près de 2 cordes de pain sec en un seul mois pour essayer de maintenir son atelier au-dessus de 4 degrés Celsius. Pourtant, le givre s'accumulait sur les murs intérieurs avant l'aube. Les vieilles méthodes ne tenaient pas. Bois lourd, fondation en pierre, poêle plus grand, plus de bois. L'hiver du vent noir broyait tout comme une scie dans du bois pourri. Et quelque part, sous ces murs de roseaux tressés, la cabane égyptienne de Silas Sutton attendait silencieusement pendant que le reste de la vallée gelait lentement autour d'elle. Les premiers rapports étranges sur la cabane des Sutton commencèrent à circuler pendant la pire période des tempêtes de janvier. Le Doc Harlan Rees, médecin de la vallée, traversait une quasi-avalanche de neige après avoir visité une famille d'éleveurs à l'est du ruisseau. La neige soufflait si fort sur le sentier que son cheval baissait la tête presque jusqu'au sol pour avancer. En passant près de la propriété des Sutton, quelque chose attira immédiatement son attention, la fumée de la cheminée. Ou plutôt, son absence. La plupart des cabanes de la vallée émettaient alors une épaisse fumée noire, car il fallait alimenter les feux sans cesse pour contenir le froid. Mais la cabane des Sutton ne laissait échapper qu'un mince ruban gris, flottant paresseusement dans le vent. Le docteur ralentit son cheval. Puis il remarqua autre chose, la neige sur le toit avait fondu de manière inégale, en bandes étroites, au lieu de former une épaisse couche de glace sur les bords. Plus étrange encore, les fenêtres ne montraient presque pas d'accumulation de givre autour des cadres. Rees fixa la cabane pendant quelques secondes avant de finalement reprendre sa route à travers la tempête. Le lendemain matin, Boyd Rickey passa devant la propriété en transportant du fret vers la ville. Il regarda la cabane par habitude, s'attendant à voir la même boîte laide recouverte de roseaux dont on se moquait depuis des mois. Au lieu de cela, il vit Ruth Sutton debout près de la fenêtre, vêtue seulement d'une robe de laine et de bas. Elle ne frissonnait pas. Boyd arrêta lentement son attelage. Puis il baissa les yeux vers le thermomètre accroché près du siège, 38 degrés Celsius. Pour la première fois de tout l'hiver, Boyd Rickey ne dit absolument rien. Et dans toute la vallée, les rires autour de la cabane du pharaon commencèrent à disparaître sous quelque chose de bien plus dangereux, la confusion. Warren Pike arriva chez les Sutton juste avant la tombée de la nuit, avec un traîneau chargé de pain sec. Il s'était convaincu que cette visite était nécessaire. Il s'attendait alors à ce que les murs de roseaux soient humides à l'intérieur, pourrissants, peut-être gelés. Il imaginait Silas et sa famille entassés près d'un poêle suralimenté, essayant de ne pas geler à l'intérieur de cet étrange cercueil égyptien. La neige soufflait fort dans la cour quand Warren monta les marches du porche et frappa une fois à la porte. La porte s'ouvrit. Une chaleur douce s'échappa régulièrement dans l'air nocturne. Pas une chaleur brûlante, pas une chaleur désespérée, mais une chaleur douce, celle d'une autre saison. Warren resta immobile. Puis, sans même s'en rendre compte, il retira lentement un gant, car son corps ne pouvait pas croire ce qu'il ressentait. Pendant plusieurs secondes, Warren Pike ne put que regarder par l'encadrement de la porte. Pas d'alimentation frénétique du poêle, pas de fumée étouffant la pièce, pas d'empilement désespéré de couvertures contre les portes et les fenêtres. À l'intérieur, Myriam Sutton se tenait près de la table en train de façonner de la pâte à pain de maïs, les manches roulées calmement au-dessus des coudes. Ruth dormait dans une chaise en bois près de la fenêtre couverte de givre, sans l'écharpe de laine qui avait couvert son visage tout l'hiver précédent. Le poêle lui-même brûlait bas et tranquille, ne rugissant pas, ne luttant pas pour sa survie, mais simplement fonctionnant. Silas s'écarta et tendit à Warren une tasse en fer blanc de café fumant sans dire un mot. Warren l'accepta lentement, encore incapable de comprendre l'air qui l'entourait. Puis ses yeux trouvèrent le thermomètre suspendu près de la poutre centrale, 20 degrés Celsius. Dehors, l'hiver du vent noir hurlait toujours dans les contreforts à 41 degrés Celsius, soit une différence de 61 degrés Celsius. Warren regarda de nouveau les murs, vers les étranges chambres de roseaux qu'il avait condamnées pendant des mois. Puis il traversa la pièce presque inconsciemment et posa sa paume nue sur le mur intérieur près de la fenêtre. Son expression changea immédiatement. Le mur n'était pas froid. Il n'était même pas frais. Il était neutre, calme,
comme le mur intérieur d'une maison d'été intacte par l'hiver. Derrière lui, le vent frappa la cabane assez fort pour faire trembler la neige sur le toit. À l'intérieur, la cabane du pharaon ne trembla même pas. Silas Sutton ne célébra pas. Il ne sourit pas fièrement, ne parla pas comme un homme qui prouve à un autre qu'il a tort. Au lieu de cela, il s'approcha tranquillement d'une étagère près du poêle et revint avec un registre usé au coin froissé et au bord taché de suie. Il le tendit à Warren Pike sans cérémonie. À l'intérieur se trouvaient des pages de relevés minutieux, températures extérieures quotidiennes, températures intérieures relevées matin et soir, consommation de bois de chauffage, modification de ventilation après le problème d'humidité d'octobre, notes sur le flux d'air près du mur nord, et même des observations d'humidité notées à côté des conditions météorologiques. Warren s'assit à la table et tourna les pages lentement tandis que le poêle crépitait régulièrement à proximité. Les chiffres devenaient impossibles à ignorer. Comparé aux cabanes de taille similaire dans les contreforts, la maison des Sutton brûlait près de 70% de bois en moins tout en maintenant des températures intérieures plus élevées que toute structure que Warren avait jamais vue durant un hiver du Wyoming. Pas un peu mieux, mais catégoriquement différent. Warren se releva et se mit à inspecter la cabane comme un homme étudiant une machine qui ne devrait pas fonctionner. Il vérifia la température du mur près des fenêtres, mesura le mouvement de l'air près des fentes de ventilation avec le bout des doigts humides, étudia la sécheresse des chambres de roseaux près des joints extérieurs. Tout restait stable, équilibré, respirant exactement comme Silas l'avait affirmé. Dehors, l'hiver du vent noir continuait de marteler la vallée sans pitié. À l'intérieur, la cabane retenait l'air immobile comme une poche scellée d'un autre climat. Enfin, Warren retira complètement ses gants et fixa silencieusement le mur tapissé de roseaux près du poêle. Puis il parla d'une voix basse, dépouillée de fierté, « Nous avons construit des murs lourds pendant 50 ans. » Il marqua une pause. « Et nous n'avons jamais compris l'air. » La nouvelle de la visite de Warren Pike se répandit dans les contreforts plus vite que les tempêtes elles-mêmes. Et 2 semaines plus tard, Elias Mercer revint à la cabane des Sutton, portant bien plus que des fascicules gouvernementaux. Cette fois, il arriva avec des instruments, thermomètres calibrés emballés dans du tissu de laine, hygromètres enveloppés dans des étuis de cuir, carnets de mesures déjà marqués de tableaux de référence et de cartes météo. Mercer s'approcha de la cabane avec la prudence raide d'un homme qui se prépare soit à démasquer une fraude, soit à être témoin de quelque chose de profondément gênant. Silas le laissa entrer sans commentaire. Pendant près de 4 heures, Mercer travailla méthodiquement sur la structure. Il mesura les températures de surface des murs près des fenêtres et près du sol. Il vérifia les mouvements d'air autour des fentes de ventilation sous les avant-toits. Il ouvrit des sections du revêtement extérieur et inspecta directement les chambres de roseaux pour détecter l'humidité. Il s'attendait à trouver des dégâts quelque part, pourriture cachée sous les roseaux, condensation piégée dans les cavités, moisissure commençant à s'étendre derrière les joints d'argile chaud. Mais rien de tout cela n'était présent. Les chambres restaient sèches. Le flux d'air restait équilibré. Les températures des murs restaient étonnamment stables malgré le froid brutal extérieur. Encore et encore, Mercer répéta les mêmes mesures, comme si les chiffres eux-mêmes l'offensaient personnellement. Pourtant, chaque instrument confirmait la même conclusion impossible, la cabane des Sutton ne survivait pas à l'hiver du vent noir grâce à un excès de chaleur, mais parce que la structure contrôlait mieux l'air en mouvement que toute cabane que Mercer ait jamais inspectée dans les territoires de la frontière. La science ne réfutait pas les murs de roseaux, elle les rattrapait lentement. Finalement, Mercer referma son carnet avec beaucoup de soin et regarda une fois de plus autour de la cabane silencieuse. Le poêle brûlait bas. Ruth dormait paisiblement près de la fenêtre. Les murs respiraient doucement autour d'eux, et pendant plusieurs longues secondes, Mercer resta complètement silencieux, comme un homme qui venait de rencontrer quelque chose qui n'aurait pas dû fonctionner, mais qui fonctionnait indéniablement. Le premier homme à demander de l'aide fut Jonas Reed. Fin février, son stock de bois de chauffage était si bas qu'il ne pouvait plus se permettre la fierté. Il se rendit à la propriété des Sutton par un matin gris, les mains gercées, les vêtements maculés de fumée, l'épuisement écrit sur le visage. Il ôta son chapeau avant de parler. « Peux-tu me montrer comment en construire une partie » demanda-t-il doucement. Silas le fit. Ensemble, les 2 hommes construisirent un panneau de roseaux simplifié le long du côté nord de la cabane de Reed, en utilisant des chambres de quenouilles tressées et une étroite cavité de respiration sous des planches de pin brut. C'était plus petit que le système de Sutton, moins raffiné, mais en quelques jours, la température intérieure de la cabane de Jonas Reed augmenta de près de 8 degrés Celsius, tandis que sa consommation de bois chuta de près de moitié. Ce fut suffisant.
Au printemps, les marais au pied des collines étaient envahis de familles coupant des quenouilles au lieu de les moquer. Les chariots autrefois chargés de plaisanteries transportaient désormais des bottes de roseaux séchés à travers la vallée. Les rires disparurent presque complètement. Même Warren Pike changea. Le vieux constructeur commença à proposer des systèmes d'enveloppes de roseaux modifiés dans les nouvelles constructions de cabanes dans tout le territoire. Au début, les clients les appelaient « murs d'Égypte ». Plus tard, Pike commença à désigner le concept sous un autre nom, le « mur enveloppe Sutton », et les gens payaient plus cher pour l'avoir. Le moment le plus étrange vint un après-midi venteux devant le comptoir. Boyd Riquet se tenait à côté de Silas et regardait plusieurs hommes décharger des bottes de roseaux d'un chariot près de la route du ruisseau. Pendant longtemps, Boyd ne dit rien. Puis, presque à contre-cœur, il jeta un coup d'œil vers les chambres tressées empilées à côté du chariot des Sutton et demanda « À quel point les roseaux sont-ils tressés serrés ?» Silas le regarda un moment. Puis il répondit calmement, comme si la vallée n'avait jamais ri en premier lieu. Des années plus tard, bien après que l'hiver du vent noir fut entré dans la mémoire de la frontière, un journaliste se rendit dans les contreforts du Wyoming pour interviewer Silas Sutton à propos de sa cabane, que l'on considérait désormais comme l'un des succès techniques les plus inhabituels de l'histoire territoriale. Le journaliste s'attendait à des plans, à de grandes théories. Au lieu de cela, il trouva un homme âgé réparant des poteaux de clôture à côté de la même cabane enveloppée de roseaux, avec des mains rudes et cicatrisées, tannées par des décennies de travail. Les murs tenaient toujours. Une section de la chambre de roseaux d'origine avait été ouverte près du coin arrière des années plus tôt pour inspection. Les quenouilles à l'intérieur étaient restées sèches, serrées, intactes. Le temps les avait légèrement assombries, mais la structure elle-même avait survécu hiver après hiver sans s'effondrer dans la pourriture. Le journaliste fit lentement le tour de la cabane en prenant des notes, tandis que le vent froid de la montagne descendait des collines. Enfin, il regarda Silas et dit, « Certains appellent cela une ingénierie révolutionnaire de la frontière. » Silas posa les deux mains sur la barrière un instant avant de secouer la tête. « Non, dit-il doucement. Juste de vieilles idées qui ont survécu plus longtemps que la fierté. » C'était la vérité que l'hiver du vent noir avait révélée à la vallée. La tempête ne s'était jamais souciée de savoir qui on moquait au comptoir. Elle ne se souciait pas de savoir quelle cabane paraissait respectable ou quelle méthode semblait ridicule. Le vent jugeait tout de la même manière, par les résultats. Et quand le froid eut finalement testé tous les murs de ses contreforts, l'étrange cabane égyptienne enveloppée de roseaux survécut au rire qui l'entourait. Parce que la frontière n'a jamais vraiment récompensé la fierté, mais ce qui fonctionnait. Dehors, le vent du Wyoming continue de souffler sur les prairies exactement comme avant que la cabane de Sutton ne soit construite. Et quelque part, à l'intérieur de ces vieux murs qui respirent, l'air immobile retient encore la chaleur contre le froid. Le vent ne s'est jamais excusé. Il a simplement cessé de discuter une fois que les murs se sont révélés plus forts que l'hiver lui-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous ri de Silas Sutton pour avoir enveloppé sa cabane de roseaux? Ou auriez-vous fait confiance à une idée égyptienne vieille de 3000 ans avant que l'hiver ne lui donne raison?